Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et je vous présente Vlan. Vlan, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment le marketing a évolué. Bienvenue sur Vlan et n'hésitez pas à vous abonner. Bonjour à tous, Bonjour. on est avec Aurélie Amour. Aurélie Amour, en fait, je l'ai rencontrée à l'anniversaire de la directrice digitale de Garlin, Anne-Sophie Nicou. Elle est la cofondatrice de InVenture Consulting. Et en fait, quand il y a eu l'information vendredi soir du rachat de Whole Foods par Amazon, d'abord, je l'ai su parce qu'elle avait fait un tweet et c'est comme ça que je l'ai appris. Mais aussi, je lui ai envoyé un message direct tout de suite pour qu'on fasse un épisode exprès, parce que pour moi, je trouve que les marques et les distributeurs regardent Amazon, mais les marques ne regardent pas assez Amazon. Et pour moi, c'est vraiment l'information de l'année. Le fait que Amazon aille dans le retail, ça a énormément d'impact. On va en discuter avec Aurélia. Et je trouve que justement, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une flopée d'articles dans tous les sens sur ce rachat, parce que vraiment, c'est énorme. Et bizarrement, en France, j'ai pas vu grand-chose. Donc, peut-être que c'est lié au fait que les gens connaissent pas bien Whole Foods en France, je sais pas, ou qu'ils ne prennent pas l'importance et l'impact que ça va avoir. Je pense que les médias probablement n'ont pas forcément pris l'impact, mais en ce qui concerne les retailers, les distributeurs, je pense qu'ils ont un peu peur aujourd'hui, parce que ça fait déjà partie des premières frayeurs qu'ils avaient avant, avec l'arrivée d'Amazon Prime Now, qui a été quand même qui change beaucoup les choses aujourd'hui, puisque le nombre de commandes qui sont faites en ligne et qui sont livrées commence à baisser chez tous les retailers à cause d'Amazon Prime Now. Donc c'était déjà la première frayeur. Et maintenant, aujourd'hui, Amazon va accélérer sa croissance sur le retail en achetant Whole Foods. Je pense que c'est important de peut-être récapituler un peu qui est Whole Foods. La bonne nouvelle, c'est que le retail n'est pas mort, du coup. Le retail n'est pas mort, je pense pas du tout. Je pense que c'est loin d'être mort. Whole Foods, donc c'est un magasin en fait qui fait de la curation et vente de produits en fait naturels et organiques, qui a une très très bonne sélection aux États-Unis. Donc qui a été créé il y a 40 ans. C'est 465 magasins. Parmi ces magasins, il y a eu des nouveaux magasins en fait qui sont montés, qui s'appellent 365. C'est le même nom d'ailleurs que la marque de distributeur qu'ils ont, et qui sont plus focalisés sur les millennials, ce qui est assez intéressant. Sachant qu'ils sont déjà de toute façon sur une classe assez élevée, parce que c'est cher à Whole Foods. Là, l'avantage de 365, c'est quand même beaucoup plus orienté millennials, et en plus c'est bas prix. Donc ils ont voulu vraiment changer avec plus d'innovation justement à l'intérieur. Ils ont par exemple ici des étiquettes digitales, ce genre de choses, des kiosques interactifs, des robots qui font le café. C'est vraiment la limite de leur innovation. Ils font 16 milliards de chiffre d'affaires. Donc si on regarde combien ils ont été achetés 13,7 milliards de dollars. C'est pas énorme. Donc c'est pas énorme. En fait, c'est moins de leur chiffre d'affaires. Ils sont très très concurrencés aujourd'hui sur ce marché. Avec les Sprouts, Fresh Market, ce genre d'acteurs, la Sainsbury's, Trader Joe aussi. Ça représente 87 000 employés, c'est énorme. Ils ont 30 millions de clients, c'est énorme. Ils ont une base de 30 millions de personnes. 30 millions de clients, 8 millions de paniers par semaine au total, 30 passages par an des consommateurs. Ils ont à peu près 30 000 références, dont leur propre marque 365. Ça, c'est aussi un truc important, je pense, qui est très important. En particulier, on en parlera sans doute, mais avec Alexa et la voix, etc., ça va avoir des impacts, c'est sûr. Et puis aussi parce que les marques de distributeurs sont déjà aussi, c'est déjà une stratégie pour Amazon aussi dans son cas, avec Amazon Basics, Elements, etc. Bien sûr, c'est ce qui se passe avec Alexa, de toute façon. Enfin, on en reparlera. Et du coup, c'est quoi pour toi l'impact alors, il y a 3 personnes qu'on peut considérer, 3 entités qu'on peut considérer. Il y a les consommateurs, les marques et les retailers. On peut peut-être commencer par les consommateurs. Pour les consommateurs, du coup, c'est bien parce que du coup, je pense que ça permet de lever vers le haut, en fait, de mettre vers le haut la partie organique, parce que c'est vrai que maintenant, les consommateurs sont vraiment à la recherche de produits plus naturels, de plus de transparence, donc ça va vraiment dans ce sens-là, alors que c'est pas forcément l'image que Amazon va avoir, même s'ils en vendent. Et même s'ils ont même des. À noter que l'organique aux États-Unis, c'est un peu le normal ici, quoi. Mais... Voilà. Classique, tout à fait. Presque. Ça veut dire aussi certainement baisse des prix. Parce que c'est vrai qu'Amazon a quand même tendance à bien baisser les prix. Donc, et aujourd'hui, en fait, Whole Foods, beaucoup de gens en fait, ont commencé à abandonner Whole Foods parce que c'était trop cher. Bien sûr. D'où ce magasin 365 qui est plus à bas prix.
Ça va être évidemment tout ce qui est le côté commodité, le fait que ce soit immédiat. Ça, c'est l'avantage de Amazon. Donc aujourd'hui, Whole Foods fonctionnait avec Instacart. Donc moi, le premier réflexe que j'ai eu quand j'ai entendu la news, c'était RIP Instacart. Ouais. Parce que Donc moi, Instacart, c'est des personnellement, livraisons, j'utilise Instacart uniquement pour Whole Foods ou 365. Donc en fait, et pas Instacart, pour les ils vous autres livrent, marques. ils Ouais. vous font vos courses chez Whole Foods et vous les livrent chez vous, en fait. C'est ça Ouais. le principe. Et c'est vrai que je connais beaucoup de gens, moi dans mon entourage, qui utilisent Instacart que pour Whole Foods. Donc ça veut dire que le deal va certainement casser, puisqu'ils avaient un deal de 5 ans. Et en plus, Whole Foods est investisseur aussi dans Instacart. D'ailleurs, Unilever également. D'accord. Ouais. Donc je pense que ça va un petit peu mal pour eux. Ouais. Et puis bien évidemment, tous les services, personnalisation, toute la partie data, etc. Ils ont une connaissance client qui est super importante, où ils peuvent vraiment En fait, derrière c'est ça qui affiner. va. Enfin, je trouve, enfin, tout le monde le dit, Amazon, c'est un peu le cas d'école pour l'expérience client. Ils ont tellement relevé le niveau que voilà, ils ont ça. Ils ont aussi la connaissance client de folie. Et puis la robotisation des usines. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qu'Amazon a Logistique. qui vont changer la donne pour Whole Foods et du coup qui vont aussi changer la donne, j'imagine, pour les clients. Ça va être totalement complémentaire en fait. Ouais. Parce que d'un côté, je pense que en fait, les points forts de Whole Foods, c'est la sélection sur les produits et c'est le service en magasin. C'est un des magasins où tu as toujours des experts dans les rayons. Ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les autres magasins, C'est vrai. chez d'autres enseignes. Donc Ils c'est ont vraiment vraiment- important. Ils ont vraiment réussi à trouver, je crois, Whole Foods, l'usage des vendeurs. Parce qu'en fait, on se pose toujours la question de qu'est-ce qu'on va faire des caissiers, etc. Et moi, je pense que les caissiers, parce qu'il y aura sans doute des caisses automatiques, et ben, ça vaut sans doute le coup de les mettre dans les rayons pour en faire des conseillers. Les Et experts. ça marche, en fait, et Whole Foods le fait bien. Alors du coup, maintenant, l'impact pour les marques. Déjà, de manière générale, je trouve que Amazon, pour les marques, c'est compliqué. Enfin, ils prennent de plus en plus de place, ça devient de plus en plus compliqué. Mais alors que le rachat de Whole Foods, ça fait encore plus. Enfin, Compliqué. ça devient compliqué, en particulier pour les lessiviers. Type, Alors, ce qui est intéressant, je voyais dans une étude récemment, c'est que il y a beaucoup en fait quand les gens cherchent sur Amazon, majoritairement ils cherchent par catégorie de produits. D'accord. Par exemple bière ou je sais pas, je veux des oreillers ou ce genre de choses. Et ils recherchent moins par marque. D'accord. Donc c'est après le challenge, le rôle d'Amazon va être de pouvoir mettre en avant des produits. Et déjà même avec Alexa. Aujourd'hui, ils ont tendance, quand tu poses des questions, quand tu vas avoir des recommandations, à te mettre Ouais. en avant leurs propres produits. Ouais, ils en proposent pas d'autres d'ailleurs. Ils n'en proposent pas Donc d'autres. Alexa, pour ceux qui ne suivent pas, hein, c'est la commande par la voix qui est clairement le futur. Enfin, on est certain que demain, on ne touchera plus vraiment son téléphone, on commandera avec la voix. Et donc Alexa, le fer de lance du sujet avec Google est présent aussi. Mais voilà, effectivement, commander, que si je dis Alexa, achète-moi du papier toilette, je vais assez peu préciser la marque en fait. Et il va vous proposer du papier Amazon, clairement. En premier. Après, je pense que si tu peux demander à avoir d'autres choses, et après, mais il va vraiment limiter ses propositions. Et d'ailleurs, par rapport à ce que tu disais, le fondateur de L2 disait aujourd'hui, la marque préférée des consommateurs, c'est la marque que Google ou Amazon vous recommande. Parce qu'à travers les avis consommateurs, à travers ce qui ressort dans les moteurs de recherche, que ce soit Amazon ou Google, parce qu'Amazon est devenu un moteur de recherche, du coup, c'est la marque que vous préférez. En fait, il y a plein de marques pour un certain nombre de produits pour lesquels ce qui compte finalement, c'est les avis consommateurs. C'est pas tant, c'est beaucoup moins la brand equity que tu travailles via la pub. Ouais, clairement. Oui, Ou via le packaging, etc. ou le facing en supermarché, quoi. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, ça va permettre aux marques bio et naturelles, je sépare un peu les deux parce que c'est pas forcément toujours la même chose, d'être distribuées sur Amazon, d'avoir plus de visibilité et de vente. Donc c'est une super bonne nouvelle pour ces marques-là. C'est moins bon pour les marques type CPG, etc. Ouais. Il va y avoir par contre plus de MDD. Ouais. Donc ça veut dire beaucoup plus de concurrence pour les marques. Ouais. Parce que les MDD, elles sont du côté de Whole Foods, mais elles sont aussi du côté d'Amazon. Et ils ont une stratégie de MDD qui est assez puissante. Ouais. Et ça, c'est pas neutre, pour le coup. Voilà. Pour toutes les marques qui font des produits génériques en B2C, ou en B2B2C, ça va être compliqué pour eux. Donc du coup, ça va rendre un peu moins crédible justement les marques CPG qui sont moins transparentes, qui ne sont pas forcément bio, etc. Donc ça va être le problème. Autre chose qui peut être bien, alors pour l'instant on ne sait rien du tout sur ce qui va se passer avec Whole Foods, on imagine qu'ils vont certainement déployer la marque, l'enseigne, peut-être partout dans le monde, on ne sait pas. Possible. Ça Ou alors peut être, ils ça peut être peuvent pas mal. aussi Ils le font en racheter, Angleterre aujourd'hui, parce qu'ils sont présents. C'est vrai. Ils sont présents aux États-Unis, au Canada et en Angleterre, donc ils peuvent très bien le faire, ou ils peuvent très bien faire l'acquisition par exemple d'un bio c'est bon, parce qu'ils sont distribués aujourd'hui via Amazon Prime Now. Ouais, complètement. Donc
ça peut être ce cas. Mais en tout cas, s'ils décident de déployer dans le monde, et par exemple en France, ça peut être une super opportunité pour les marques bio européennes, parce que les marques américaines qui sont bio et naturelles ne répondent pas en majorité aux critères du bio et du naturel en Europe. Donc ça peut être une super opportunité pour les marques bio. À moins qu'eux lancent eux-mêmes leurs produits. Enfin, je veux dire, les produisent eux-mêmes. Je pense qu'il y aura ça aussi. Et pour les autres marques, les marques CPG, tu penses que des marques, par exemple, de beauté, ça peut poser un problème pour ces marques-là ou pas? Je pense que, en fait, déjà, il y en a beaucoup. Tout le monde ne veut pas être distribué déjà sur Amazon. Non. Donc, en particulier, plus c'est luxe, plus c'est haut de gamme, moins elles veulent être distribuées. Je pense que celles qui sont déjà, il y a des marques quand même qui sont naturelles, tu vois, des marques comme Clinique, Clarins sont naturelles. Donc après, aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'elles soient sur Amazon. Je suis assez certain que peut-être que ça va être, je pense que non plus, mais je pense que ça peut être un bon argument en fait pour eux. Ça peut être un atout. Et en même temps, la data serait prise par Amazon et ça, c'est pas forcément le meilleur deal. Ouais, c'est toujours un problème. Et pour les retailers, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que ça va être plus de ce qu'on appelle life customer value pour Amazon. Ouais. Parce qu'ils sont déjà, ils prennent, parce qu'en fait, l'alimentaire, c'est un business récurrent. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas là où Amazon performe, même s'il commence à prendre beaucoup de place sur la partie Prime Now, il commence à développer le Drive, etc. Mais oui, ça va prendre plus de life customer value. Après, derrière, je pense que oui, ça va être une grosse pression en fait, pour les retailers. Je pense que pour ceux qui n'ont pas encore bien défini leur transformation, qui n'ont pas encore défini une roadmap bien précise pour les 2-3 prochaines années, ça va être dur. C'est marrant que Carrefour vienne de changer son CEO au même moment. En fait. Il arrive en juillet, le temps que ça se décide, etc. Ça va prendre du temps. J'ai un peu peur pour eux. J'ai un peu peur pour eux. Il y a des gens qui envisageaient que Amazon rachète Carrefour d'ailleurs. Honnêtement, je ne pense pas que ça arrivera. Et justement, l'exemple de Whole Foods, ça montre qu'ils vont plutôt s'intéresser à des spécifiques. Il y a, justement, Scott de L2 parlait à un moment donné, il dit avoir prédit Whole Foods, mais il avait prédit beaucoup de choses aussi. Donc, parmi ses prédictions, mais il parlait de Macy's, mais je n'imagine pas du tout Amazon racheter un Macy's. En revanche, acheter des spécialistes, comme là le bio, peut-être que demain ce sera pour le vin, peut-être que ce sera sur des segmentations bien précises ou en beauté. Ce genre de choses, mais avec des produits à forte valeur. Ouais. Donc oui, je pense que aujourd'hui, ça chauffe pour beaucoup de retailers. Il y a une vraie bataille, notamment aujourd'hui la bataille sur l'omnicanal, notamment en centre-ville. Et quand on voit justement le rachat de Whole Foods, c'est que Whole Foods ont des magasins en fait de proximité. C'est comme Monoprix. C'est une sorte de Monoprix aux États-Unis. Donc oui, c'est vraiment la guerre, ça va être la guerre sur l'omnicanal, sur le drive. Sur la connaissance client, sur l'expérience. Donc ça va permettre de challenger tout le monde et voir qui va être capable de mettre en place tout ça, d'être réactif. Et tu penses qu'aujourd'hui, il y a des retailers qui sont prêts? Parce qu'en fait, aux États-Unis, on n'arrête pas de voir les Macy's et compagnie fermer boutique. Parce que le retail, c'est un métier qui est difficile. Néanmoins, il y a beaucoup trop de magasins. En tout cas, c'est l'analyse qu'on fait aux US et du coup, les magasins ferment. On voit que des marques, en tout cas, se posent la question de savoir ce qu'ils vont faire des vendeurs en magasin. Il y a des gens qui se posent la question de ce qu'ils vont faire des caissiers, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui passent en caisse automatique. Et il y a des vraies questions de rentabilité de ces espaces, en fait. Et du coup, je me dis, là, en fait, Amazon va montrer la voie. Quelque part, c'est un peu étrange, mais... Oui, ils vont montrer la voie parce qu'en fait, le fait d'avoir toute cette connaissance client, ça permet derrière de customiser, de personnaliser, customiser les offres, d'optimiser les espaces, de rentabiliser mieux les espaces, puisqu'on va vraiment avoir une connaissance client locale. Donc, ça va permettre d'aller beaucoup plus loin. Donc, c'est un avantage. Et toi, parce que toi, vous avez fait pas mal d'études sur les retailers et sur les e-retailers en particulier. C'est quoi pour toi les énormes points forts d'Amazon versus ce qui existe dans ton benchmark sur les marques? Aujourd'hui, l'atout, c'est toute la partie service, la partie commodité qui est quand même bien. C'était quand même les premiers à être capables de te livrer tes courses en 1 heure ou en 2 heures. Et perte, souvent, parfois. Et puis derrière, d'avoir toute la partie personnalisation, reorder, tous ces services qui sont mis en place. Donc ça, c'est super clé. Et c'est vraiment ça qui va poser problème, tu penses, aux retailers existants? Non, ils peuvent mettre
place la même chose. Maintenant, c'est un peu le premier qui est là, qui a souvent raison. Maintenant, il y a d'autres choses, en fait. Je dirais que l'avantage aujourd'hui des retailers, c'est qu'ils ont des enseignes, des magasins, parfois souvent en centre-ville, et qu'ils ont une avance. Je dirais que pour l'Europe, pour les retailers européens, ils sont déjà présents. Donc, c'est à eux de mettre en place une stratégie omnicanal, une stratégie de service qui soit suffisamment forte pour avoir une longueur d'avance sur ils y sont Amazon. aujourd'hui ou pas? Aujourd'hui, moi, je travaille avec Monoprix. Le patron aujourd'hui récemment a déclaré qu'il voulait être justement le leader de l'omnicanal en centre-ville et pour avoir travaillé avec eux, je ne peux pas dévoiler évidemment ce qu'ils vont mettre en place, mais aujourd'hui ils ont une stratégie très poussée et très agressive sur la mise en place de services. Il y a des Decathlon qui font des choses, par exemple Decathlon ils sont hyper connus pour utiliser la puce RFID, il y a pas mal de boutiques quand même où on voit point dans le bout de nez. Moi j'ai l'impression malgré tout que les investissements sont pas au niveau en fait. Mais peut-être que je me trompe. Je pense que c'est un peu sous-estimé aujourd'hui de leur côté pour l'instant. Mais je pense que justement ça va participer. Là cet événement-là va peut-être participer à aller un petit peu plus au fond des choses. Et du coup, tu penses qu'il y a vraiment un avant et un après le rachat de Whole Foods ou pas? Enfin, tu penses que ça va marquer un point, ça va être un point. Ouais, je pense que ça va être un point clair, un point efficace pour les faire bouger plus vite. Ça bouge pas super vite. Mais il y a déjà des acteurs qui ont déjà mis en place. Mais c'est vrai qu'ils ont mis en place pas mal de choses et on va voir plus de choses dans les 2 ans à venir. Maintenant, il y en a beaucoup qui sont en retard. On parlait de Carrefour. Je pense que c'est un exemple. En particulier sur le drive, ils ont pris du retard par rapport à Leclerc. Ouais, Leclerc, c'est le premier. Carrefour est totalement en retard. Sur la partie justement, ils ont voulu sur la partie en concurrence pour réagir à la concurrence de Amazon Prime Now, ils ont mis leur propre site de livraison comme ça express, qui m'a pas forcément bluffé. Déjà, il y avait une offre très limitée de produits. Ils ont peu communiqué dessus. Le site n'était pas bien fait. Maintenant, voilà. Après, c'est de l'expérimentation. Je pense que le fait qu'ils n'aient pas communiqué beaucoup dessus, c'est aussi parce qu'ils expérimentaient, ils voulaient pas prendre trop de risques. C'est une des rares innovations que j'ai vues récemment chez eux. Donc, et même, je crois que quand tu commandes en ligne, par défaut, tu es calé sur les prix les plus chers. Parce qu'en fait, d'un supermarché à l'autre, les prix sont différents. Ouais, ça, c'est le problème ici, souvent. En France. Et du coup, en général, les prix web sont basés sur les magasins les plus chers, donc du centre de Paris. Alors que Amazon va sans doute avoir une stratégie qui va être un petit peu différente. Ça. Quand tu commandes en ligne et que tu fais du drive, ça ne sera pas très cher. Disons que ça dépend si ta livraison est faite, la livraison est faite à partir d'un magasin ou d'un dépôt. Ouais. Donc si ça dépend d'un magasin, en effet, tu vas dépendre des prix des magasins. Les magasins peuvent être des prix différents selon les quartiers. Bien sûr. Donc avec Amazon, je pense que c'est beaucoup plus simple. Ça simplifie beaucoup les choses. Bon. Donc voilà pour les marques. Donc, et je dirais aussi que c'est aussi une opportunité pour les retailers bio et verticaux, peut-être de se faire acheter par Amazon. Ils n'achètent pas grand-chose Amazon, ils construisent beaucoup. Mais je pense qu'ils n'achètent pas beaucoup en start-up, en particulier parce qu'ils ont un lab, ils développent vraiment toute l'innovation est faite en interne. En revanche, en termes de distribution, je pense qu'il y a un potentiel. Ouais, c'est possible. Donc on peut peut-être imaginer, par exemple, là ils distribuent Bouillon C'est Beau, Lavinia, etc. Ici en France, peut-être que ça peut faire partie de leur cible. Je sais pas. À voir. Et alors, ce podcast il s'appelle Vlan. À qui ou à quoi t'aimerais claquer la porte aujourd'hui? À tous ceux qui pensent que les chatbots ont une importance super importante et que ça représente l'intelligence artificielle, parce que finalement on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais ça ne se limite pas aux chatbots. Non, j'ai l'impression que toutes les agences, tout le monde met en avant ça, c'est comme si c'était la nouvelle révolution. C'est le truc facile, pas trop cher. C'est le truc facile, pas trop cher, mais voilà quoi. Je pense qu'en intelligence artificielle, on a parlé tout à l'heure justement d'analyse des données, le fait de pouvoir faire des recommandations, le fait de pouvoir faire des prévisions aussi sur les demandes, ce genre de choses. Voilà, c'est là où il y a des vraies choses à faire. C'est clair. Le chatbot, c'est bien, mais voilà, c'est pas. Mais c'est pas top. Il n'y a pas que ça. C'est pour les PR. Voilà. Ça permet de faire des RP. Oui, c'est pareil. Chaque année, il y a toujours un nouveau buzzword. Ok, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Vlan, le podcast qui parle du marketing à l'ère digitale. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.